Et maintenant, on va voir ce qui se passe entre les vertèbres. Et c'est Gérard Bourban et Olivier Auger qui vont nous parler des gestes percutanés pour les lésions des disques intervertébraux. Alors, en matière de lomboradiculalgie d'origine discale, il y a beaucoup d'inconnus, notamment la physiopathogénie, qui, dans l'ensemble, reste assez obscure. On sait qu'il y a des éléments mécaniques de compression et puis beaucoup de choses à côté, notamment des éléments biochimiques, qui sont à la base de l'action des injections locales. Et un certain nombre de choses à côté de ces inconnus, des quelques certitudes que l'on a, c'est que les lomboradiculalgies, à l'heure actuelle, en France, sont devenues un véritable problème majeur de santé publique, de par leur fréquence et du nombre d'arrêts de travail qu'elles occasionnent, que la grande majorité des lomboradiculalgies va guérir toute seule en quelques jours ou quelques semaines, spontanément, ou après un traitement simple, et donc qu'on aura à s'occuper de quelques douleurs rebelles ou déficitaires à l'aide de traitements un petit peu plus lourds. Et puis la troisième certitude, c'est que la classique dissectomie chirurgicale à ciel ouvert est en train de céder le pas progressivement aux interventions moins invasives, que ce soit d'une part les techniques endoscopiques faites par les chirurgiens ou d'autre part les techniques dites interventionnelles, quoi qu'on sache pas très bien ce que ça veut dire le mot interventionnel, faites éventuellement par des chirurgiens ou par d'autres professions comme les radiologues. Alors, je voudrais vous parler, pour commencer, de cette thérapeutique interventionnelle des discopathies lombaires que l'on peut subdiviser en 4 chapitres: les injections locales, dites infiltration traditionnellement, les actions diverses sur le disque, les actions non pas sur le disque mais sur la périphérie du disque, et enfin les actions un petit peu plus loin sur l'environnement du disque. Alors, les infiltrations, un petit peu d'historique. C'est Jean Sicard, le premier, à Paris, tu vois, Jean, je dis ce coup-là que c'est nous qui l'avons fait, hein, c'est français, 20 avril 1901 à Paris, qui a fait la première injection médicamenteuse par voie extradurale. Il est passé par le hiatus à l'époque, et ça s'est passé à Paris à la Société de biologie. Je vous rappelle que son fils, André Sicard, a longtemps appartenu à notre compagnie. Jean Sicard a injecté de la cocaïne par le hiatus à l'époque. Je vous rappelle aussi le même homme a eu l'idée d'injecter du lipiodol dans l'espace épidural, et donc à double titre, il est à l'origine des infiltrations loco-régionales. Curieusement, une semaine après l'intervention de Jean Sicard à la Société de biologie de Paris, et 8 jours après exactement, Fernand Catelin, qui travaillait indépendamment, a présenté exactement la même technique d'injection de cocaïne par le hiatus. Si je cite Jean Sicard, dans sa présentation Princeps, dans sa publication Princeps, les malades ont été immédiatement soulagés. La guérison s'est maintenue depuis 14 jours chez 2 malades atteints de lumbago, donc c'était de la mécanique et non pas du tabès comme c'était essentiellement à l'époque, ainsi que 2 cas de sciatique rebelle qui étaient des sciatiques essentiellement mécaniques. Les 2 autres malades ont été très soulagés pendant quelques jours. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'apparaisse la cortisone, qui est née à la Mayo Clinic dans les années 20, près d'une 50aine d'années pour qu'apparaisse l'hydrocortisone, 35 ans pour que Mixter et Barr décrivent la hernie discale, et enfin une 50aine d'années pour qu'on envisage une origine inflammatoire à la sciatique, question qui n'a d'ailleurs toujours pas été complètement tranchée. Alors, ces infiltrations, par quel guidage ? On s'est rendu compte que les infiltrations à l'aveugle, le terme n'est pas très joli, mais sur des repères cliniques, étaient dans 30% des cas à peu près hors site. Le guidage peut être scopique, scanner, on l'utilise beaucoup actuellement, et bientôt il sera IRM. Quelle voie d'abord ? La voie du hiatus, qui est la plus ancienne, c'est un guidage clinique. C'était un guidage clinique à l'origine, maintenant il est scopique ou échographique. Le problème, c'est que le principe actif a tendance à fuir par les hiatus, par les trous de conjugaison, les trous sacrés, et donc c'est une technique qui est en baisse au profit de la voie foraminale, qui se fait sous guidage scanographique comme ici, ou sous guidage scopique. Il a été décrit d'exceptionnelle paraplégie, surtout chez les patients opérés.
Ce qui fait que, dans la mesure du possible, on a tendance à privilégier la voie interlamaire, qui est très souvent extracanalaire sans guidage, actuellement faite sous guidage scopique comme ici, ou tomodensitométrique. C'est la voie la plus classique. Elle est plus efficace si elle est latéralisée. C'est dans les voies d'abord latéralisées qu'on voit le produit de contraste aller dans la partie antérieure du canal, là on a besoin d'elle. Et les complications sont extrêmement rares, mais elles existent. Quelques rarissimes paraplégies, presque exclusivement chez les patients opérés. Ça a été particulièrement décrit par l'équipe de Jean Denis, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Quel produit ? En France, depuis plusieurs décennies, nous injectons des suspensions de cortisone et nous travaillions avec deux produits, l'acétate de prednisolone qui est l'hydrocortisone et le cortisone qui est l'Altime. Une publication extrêmement récente, puisqu'elle date de cette année, du début de l'année, dans Radiology, à laquelle a participé beaucoup l'équipe de Jean Denis, a montré que la prednisolone, l'hydrocortisone, avait un très grave inconvénient, c'est qu'il entraînait des agrégats intravasculaires, que l'on voit très bien ici sur cette préparation, et qu'il spiculait les hématies, en les déformant, tout ceci occasionnant des thromboses extrêmement massifs et sévères au cas d'une injection intraveineuse. D'où l'attitude de la FDA en 2014, qui a émis des réserves sur le danger potentiel de l'injection épidurale de corticostéroïdes en général, et l'attitude chez nous de la HAS, qui a supprimé l'autorisation de mise sur le marché à l'hydrocortisone pour les injections rachidienne. Reste donc un produit qui est à l'heure actuelle l'Altime. Les autres produits, les anesthésiques locaux, les produits de contraste, le sérum autologue, le PRP, soit n'ont pas prouvé leur efficacité, soit font l'objet de trop petites séries pour qu'on puisse le retenir. D'un point de vue résultat, dans une série de Benjamin, ce sont des séries, des méta-analyses extrêmement lourdes sur de très nombreuses séries. Globalement, la cortisone est efficace sur la lomboradiculalgie secondaire à la hernie discale, peu efficace sur la lombalgie, peu efficace ou moins efficace, nettement moins, sur la radiculalgie arthrosique. Une deuxième étude, ou plusieurs autres études, ont montré également une efficacité de la cortisone sur la radiculalgie discale, au moins à court terme, avec des niveaux de preuve qui restent relativement bas, autour de 2 ou 3 sur une échelle qui comporte 5 barreaux. Donc, retenir l'efficacité au moins relative de l'injection épidurale de dérivés corticoïdes, au moins à court terme, et principalement dans les radiculalgies discales, avec un mode d'action qui demeure encore largement incompris. Donc, en synthèse sur les infiltrations, un seul produit, l'Altime, la voie l'hiatus foramen ou surtout la voie interlamaire, un guidage actuellement scopique ou scanographique. Les indications, c'est la lomboradiculalgie par hernie discale et accessoirement le reste. Les résultats, la cortisone est supérieure au placebo, mais avec des niveaux de preuve qui ne sont pas énormes et au moins à court terme. Et quels risques ? Des risques faibles, mais exceptionnellement graves, avec de temps en temps des paraplégies, arrêt de l'hydrocortisone. À côté de ces infiltrations, on a fait des gestes sur le disque, des gestes disco-directs, et ces gestes peuvent être mécaniques, thermiques ou chimiques. Les actions mécaniques ont débuté en 1975 par un japonais, Hijikata, qui a mis une grosse canule, des pinces à disque, un peu comme on fait chirurgicalement. Il y a eu quelques soucis, notamment vasculaires, et on a donc inventé des dispositifs moins agressifs. C'est le nucléotome de Gary Honig en 1985, avec un système de guillotine sur le côté de l'aiguille et un système de lavage qui enlevait des petits microfragments discaux. Il y a eu un engouement immédiat, mondial, pour cette méthode, massif, qui a été abandonné par la suite parce que les résultats objectifs étaient en fait insuffisants. D'autres systèmes ont été inventés à base de vis sans fin, avec un niveau d'efficacité qui reste également relativement médiocre, de niveau 3 à peu près. À Moretti, à Nice et Auger, à Bordeaux, utilisent actuellement un système qui s'appelle le herniatome, qui nécessite un guidage scopique
et tomodensitométrique, les deux, c'est ce dont on parlait à l'instant, donc du matériel lourd, avec un assez bon résultat, notamment une diminution importante de la radiculalgie à 48 heures qui se maintient à 6 mois sans accident notable. En fait, la particularité de leur système, c'est que grâce au guidage scopique et scanographique, ils mettent le herniatome au plus près possible du conflit disco-radiculaire. En voici un exemple. Un homme de 27 ans avec une sciatique S1 droite, grosse hernie discale. Avant l'intervention, vous voyez, 1 mois après, la hernie a disparu. Et 6 mois après, alors que le patient est asymptomatique, on ne voit quasiment plus de traces de hernie. Les résultats, les revues systématiques de la nucléotomie percutanée montrent que dans les radiculalgies par hernie discale non exclues, bien évidemment, il ne faut pas qu'elles soient exclues, globalement, il y a une efficacité prouvée, mais qui reste également modérée, autour du niveau 2-3 à peu près, sur une échelle de 5, sans complications significatives, avec une faible morbidité et pas d'efficacité notable sur les lombalgies. Une deuxième étude, en gros, montre à peu près la même chose, une efficacité, mais qui reste modérée. Donc, à l'heure actuelle, dans une radiculalgie secondaire à une hernie non exclue, rebelle aux différents traitements, on peut dire que les différentes méthodes de nucléotomie percutanée sont susceptibles d'apporter un soulagement, au moins sur la composante radiculaire, au prix d'une morbidité mineure. L'action chimique, ça a commencé par la nucléolyse à la papaïne, rappelez-vous, dans les années 63, avec d'excellents résultats, vraiment excellents sur la radiculalgie, notablement moins bons sur la lombalgie. Il y a eu des cas d'anaphylaxie décrits et des problèmes neurologiques en cas de passage sous-arachnoïdien. Bref, l'arrêt de la commercialisation a eu lieu en 2002 pour des motifs qui restent toujours largement incompris. On a essayé le glycérol, l'acide osmique, le sérum salé hyper, les dérivés cortisonnés, l'alcool, l'oxygène ozone, et là-dedans, les 3 derniers méritent simplement d'être retenus. Globalement, quand vous injectez de la cortisone dans un disque, vous obtenez une certaine sédation des lombalgies, au moins pendant un certain temps. S'il y a une inflammation, s'il y a un signe de modique de type 1, technique peu employée, sauf par l'équipe de Cochin à Paris. L'alcool a été essayé, d'abord sous forme liquide, mais il y avait des fuites et des radiculites, puis sous forme de gel, avec une nécrose, une déshydratation du nucléus. Globalement, c'est une technique qui est peu employée. L'oxygène, ou plutôt l'ozone, qui est un réducteur extrêmement puissant, qui clive les protéoglycans du disque et donc diminue le pouvoir osmotique et la pression intradiscale, a également des résultats assez discutables. Ça donnerait des adhérences foraminales, et en dehors de l'Italie, c'est peu employé, de même que les agents dits régénérants du nucléus, les cellules souches, etc. Tout ça, ce sont des petites séries, et on peut dire que ça n'est guère convaincant. Donc, on n'a pas trouvé de produit miracle qui remplace la chymodiactine à l'heure actuelle. On a également essayé une action thermique sur le disque, une nucléotomie au laser. C'est Choi en 87 qui a essayé ça. En gros, on met une fibre laser dans le disque, on vaporise le nucléus, et donc on baisse la pression intradiscale. Vous voyez la hernie avec du gaz dans la hernie sur ce schéma extrait de buis. Malheureusement, la très haute température induite dans le disque a tendance à griller les plateaux, et c'est une technique extrêmement délicate qui demande un guidage scopique et tomodensitométrique, avec cependant un bon succès sur la radiculalgie. La radiofréquence a également été utilisée, c'est une variante, c'est la technique dite de coblation dont Jacques a parlé à l'instant sur les tumeurs. On introduit une électrode bipolaire dans le nucléus qui va créer un plasma en désintégrant le sodium du nucléus, baisser l'hydrophilie et la pression intradiscale. C'est à peu près la même chose que le précédent, globalement, des résultats qui restent modérés. En synthèse, malgré la multiplicité des gestes, une grosse difficulté à trouver une alternative fiable à la disectomie chirurgicale, surtout mini-invasive. Globalement, c'est l'extraction mécanique qui marche le mieux, avec un effet démontré au moins à court terme et un taux de complications faible. Action chimique et action thermique n'emportent pas la conviction. La première parce que les résultats sont moyens, la seconde parce que les techniques restent assez diffusées. On a également fait des gestes à la périphérie du disque, notamment dans les collections gazeuses ou liquidiennes paradiscales compressives. Regardez ici un jeune homme de 18 ans avec
déjà 2 discopathies, une saillie discale ici. On regarde, voilà la saillie discale. Il a une formation kystique appendue à son kyste. On va mettre une aiguille coaxiale par voie transdurale, mettre un petit peu de produit de contraste, vider le kyste, mettre une goutte d'Altime, et voilà le résultat à 6 mois. Ce garçon est absolument asymptomatique. C'est assez élégant et c'est efficace. On peut faire la même chose avec des collections gazeuses, vous voyez, qui sortent du disque pour faire un pneumatocèle dans l'espace épidural. Vous mettez une petite goutte de corticoïde sous guidage gazeux, sous guidage scanographique, et 1 an après, la patiente est asymptomatique. Même chose en cas de cofacteur de compression, comme une hernie plus une arthrose postérieure ou un kyste postérieur. En synthèse, des gestes efficaces, mais peu d'opportunités. Et pour terminer, les gestes sur l'environnement, ce sont essentiellement les sténoses canalaires, qui sont une éventualité fréquente. Globalement, les injections épidurales de dérivés cortisonés marchent au moins partiellement, et c'est intéressant chez les personnes âgées. Celui-là, je n'en parlerai pas, parce que c'est un effet placebo. Pour terminer, en disant que globalement, le traitement des lomboradiculalgies discales est en pleine mutation. La dissectomie à ciel ouvert est en train de perdre du terrain de façon inexorable en raison de ces complications non spécifiques de la fibrose des lombalgies résiduelles. Et 2 candidats sont présents, les actes chirurgicaux mini-invasifs ou endoscopiques et les actes percutanés interventionnels, dont les infiltrations de cortisone et les gestes mécaniques sur le disque sont les plus pratiqués. Vous voyez que malgré toute l'imagination de notre profession médicale, et Dieu sait si on lui en a fait voir des vertes et des pas mûres à ce pauvre disque, on n'a pas encore trouvé le Graal, on n'est pas passé loin, c'était la chymodiactine, et ceci nous laisse quand même un peu d'espoir pour le futur. On devrait pouvoir trouver quelque chose qui marche. Je vous remercie. Donc c'est Monsieur Pascal Bertrand qui va nous faire les commentaires. Merci beaucoup. Alors, pas énormément de commentaires, c'est un très bel exposé et merci de cette revue qui est très large, sachant que pour nous, chirurgiens, c'est toujours un problème tous ces gestes. On reviendra secondairement, je pense, sur les gestes intradiscaux qui sont le serpent de mer depuis 20 ans de toute l'imagination prolifique, aussi bien chirurgicale que de toute autre discipline. J'ai quelques questions. D'abord, une petite mise au point qui est un peu différente vue du côté chirurgical, parce qu'on a fait pour la SFCR, pour la Société française de chirurgie du rachis, il y a eu une étude très large sur les comparaisons entre les foyers ouverts et mini-invasifs ou endoscopiques, et où finalement on n'a pas trouvé de différence tellement dans les résultats, ce qui fait que les indications restent assez d'ordre médiatique, parce que c'est très demandé d'avoir une toute petite incision, mais en termes de résultats et de complications, finalement, on n'a pas trouvé de grosses différences entre les gestes d'interventionnels mini-invasifs ou endoscopiques et les gestes à foyer ouvert. Je ne sais pas si c'est... Les gestes à foyer ouvert tels qu'on les faisait il y a quelques années ont quasiment tous disparu, et maintenant les foyers dits ouverts sont des tout petits foyers, voilà, qui ne sont plus très loin de l'endoscopie, c'est une question Exactement. De taille, ouais. Et donc on arrive un petit peu les 2 méthodes se rencontrent quasiment. C'est pas très étonnant que les résultats ne sont pas très différents, ça ne me choque pas. Alors, le deuxième problème qui reste finalement non explicité, c'est quelle est l'origine de la douleur dans les radiculalgies. Parce qu'à part la grosse hernie exclue, où il y a un facteur mécanique évident, et qui sont finalement les meilleurs candidats, soit à ne rien faire, parce que c'est ceux qui guérissent le mieux, et qu'il y a 80% de guérison spontanée en gros en 8 semaines, et que c'est les meilleurs candidats aussi à la chirurgie, parce que quand on l'enlève, le résultat est immédiatement bon. Et il reste toute cette grande famille de radiculalgies. On les classe comme ça quand on les étudie, mais en fait, quand on se rapporte à notre propre activité, c'est des pseudo-radiculalgies, le territoire n'est jamais très complet, on a ces petits débords foraminaux ou préforaminaux, et qui sont, enfin pour moi, les plus mauvais candidats de la chirurgie, les meilleurs candidats de l'infiltration, mais on ne sait pas pourquoi ils ont mal, ces malades. Moi, je crois que c'est comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la compression. Ouais. Globalement, celle-là, on la voit, il y a des techniques pour les voir, ça pose pas de problème. Et puis, il y a tout un magma en dessous qu'on ne connaît pas très bien.
Alors ça fait 65 ans actuellement qu'on se pose la question de facteurs inflammatoires, et c'est sûr qu'il y a des substances pro-inflammatoires à ce niveau-là sur lesquelles agissent la cortisone, lesquelles on ne sait pas très bien. On a cherché pendant longtemps, du temps de la chimionucléolyse et après, à essayer de faire des IRM avec injection pour essayer de mettre en évidence une atmosphère, entre guillemets, inflammatoire. Globalement, ça n'a pas marché. Donc c'est plus subtil que ça. Et la réponse est, enfin, pour moi du moins, c'est qu'on ne connaît pas ce qui se passe très bien comme soupe chimique, comme atmosphère chimique entre la hernie et la racine, qui est probablement sensibilisée par la compression et pas plus que ça. Voilà, une question qui est un vrai problème, c'est ces complications liées à l'infiltration, en particulier foraminale, en particulier les infiltrations sur rachis opéré. Pour nous, du côté chirurgical, les patients opérés qui restaient douloureux étaient très souvent les meilleures indications de l'infiltration. Depuis maintenant, je ne sais pas, c'est 3 ans, le nombre de radiologues qui refusent de faire des infiltrations sur rachis opéré depuis que vous-même d'ailleurs avez publié ces complications, ma question c'est quel est le réel pourcentage de complications vu le nombre faramineux d'infiltrations qui sont faites, rapportées sur les rachis opérés? Est-ce qu'il y a un vrai rationnel à ça, à arrêter de les faire? Et est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Ça, c'est un énorme problème. Pour répondre à ta question, globalement, les complications sont exceptionnelles, sont presque, on pourrait dire, presque rarissimes. Ceci étant, elles peuvent être également gravissimes. Et je connais très bien quelqu'un qui a fait une infiltration foraminale en L5S1 sur un patient non opéré qui s'est soldé par une paraplégie, sans qu'on ait jamais compris exactement pourquoi. C'était de l'hydrocortencyle. On a un doute, on pense qu'il y a eu un moment un passage intravasculaire dans une petite artériole. C'est quelque chose qu'on peut... Alors, l'équipe de Jean Denis, notamment, a bien montré que il y a 2 facteurs de gravité. Enfin, outre l'hydrocortencyle qui maintenant a disparu depuis quelques mois, c'est les injections foraminales et ces injections épidurales sur rachis opéré. Tout se passe comme si il y avait, après l'intervention, une fibrose épidurale que l'on connaît très bien par ailleurs, et que cette cicatrice créait des néoanastomoses avec le système artériel des racines et de la moelle. Et qu'à cette occasion, il y a un passage intravasculaire. Alors, l'hydrocortencyle qui passe en intravasculaire, c'est une véritable catastrophe. J'ai connaissance récemment là, d'un cas qui s'est soldé au niveau du rachis cervical par le décès, avec un infarctus cérébral absolument massif. Donc c'est des cas absolument exceptionnels, mais quand ça arrive, c'est le drame absolu, et il faut faire avec ça. Ça je comprends, mais c'est-à-dire qu'on a condamné un traitement sur des complications exceptionnelles. Si on raisonne comme ça, il ne faut plus opérer personne. Non, il y a des choses que l'on fait, même sur le post-op, si tu veux. Moi, je continue à infiltrer des rachis opérés, mais pas dans la région opérée. On va infiltrer à 2 étages au-dessus en espérant que le produit va diffuser. Et les foraminales, on continue dans certains cas à faire des foraminales, par exemple dans les hernies extraforaminales ou dans les hernies latéroforaminales, en mettant de l'altime, plus du tout d'hydrocortencyle, avec des précautions, en ayant averti le patient. Donc on continue à le faire, mais de façon beaucoup moins insouciante que par le passé, et avec des critères de technique qui sont beaucoup plus rigoureux. D'accord. Dernière question, si j'ai le temps. Toutes ces multiples techniques sur les gestes intradiscaux, ça on en a vu, la nucléotomie, la chimionucléolyse, est-ce qu'il y a une relation prouvée ou pas, est-ce que ça a été regardé, la relation entre l'apparition de Modic 1 et de gestes intradiscaux, quels qu'ils soient? Ça a été prouvé uniquement dans un cas, c'est en cas d'injection de cortisone dans le disque. Ce sont essentiellement les gens de Cochin qui, depuis des années, sous la poussée des rhumatologues de Cochin et des rééducateurs de Cochin, se sont rendus compte que dans certaines lombalgies aiguës avec un signe de Modic 1,
Globalement, l'injection ils mettaient de l'hydrocorticoïde intradiscal marchait au moins pendant un certain temps. C'est pratiquement une des rares choses qui marche sur les lombalgies. Tout le reste marchant sur les radiculalgies, plus ou moins. Et l'inverse, la fabrication d'un modique 1 par je sais pas, un produit agressif intradiscal. Alors là, il y a des tas de trucs qui ont été injectés. On a tout injecté dans ces pauvres disques. Globalement, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Oui. Question sur les infiltrations. Quelle est, dans votre expérience, laquelle en particulier, les délais qui sont recommandés pour réaliser ce type d'infiltration par rapport au traitement médical ou à d'autres alternatives? Globalement, c'est parfaitement empirique. On ne sait pas. Alors chacun a sa petite sauce, chacun dit je fais une infiltration, 2 infiltrations, 3 infiltrations, moi je les fais à 3 semaines d'intervalle, le voisin va les faire à 15 jours, on les laisse coucher 2 jours, on ne les laisse pas coucher. C'est vraiment parfaitement empirique, comme c'est empirique dans les services de rhumatologie. Personne n'a réussi à se mettre d'accord de façon, enfin que je sache, je ne sais pas si tu as une autre expérience, mais non, il n'y a pas de règle. C'est un peu de bon sens, on se dit, entre 2 infiltrations, on laisse 2 ou 3 semaines, on ne fait la deuxième que si la première n'a pas marché, et on n'infiltre pas d'emblée, on attend un petit peu que des anti-inflammatoires non stéroïdiens, voire de la cortisone par Péros, aient prouvé leur incapacité à résoudre le problème. Donc c'est quelques semaines ou quelques mois après l'arrivée de la douleur. Quelques semaines, disons plutôt maintenant, plus que quelques mois. Je vais te répondre à un mois à peu près. Juste une dernière question. Finalement, toi, Gérard Morvan, 66 ans, comme moi, tu as un petit sciatique, discopathie dégénérative, pas très importante, mais ça t'emmerde. Tu as pris des anti-inflammatoires, des antalgiques, ça fait 3-4 mois. Tu en as marre de bouffer des anti-inflammatoires. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre un corset. Et si le corset ne marche pas, je crois que je me ferai piquer le dos, j'irai voir un copain qui me pique le dos. Bien, nous allons passer. Merci Gérard.